Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais accueillir un éminent économiste. L'Inea Politica Programme aujourd'hui a décidé de faire une émission sur l'économie et pour particulièrement l'économie turque. Et donc pour cela, j'ai invité M. Pierre Jovanovic, qui est un économiste de renommée, qui est aussi un écrivain et un journaliste. Donc on va tout de suite l'appeler et il va nous expliquer un peu la situation de ce qui se passe entre les États-Unis, l'Occident d'un côté et la Turquie pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché économique en tout cas et ce qui se passe sur le tissu économique en règle générale. Donc je vous invite, on va l'appeler tout de suite. Allez, on l'appelle tout de suite. Attendez. Allô, bonjour Monsieur Jovanovic. Pierre, nous sommes en direct sur l'antenne. Votre avis concernant la situation économique et la relation qui est justement économiquement parlant entre la Turquie et l'Occident et notamment les États-Unis. Vous qui êtes un spécialiste et vous avez été voir sur le terrain notamment ce qui se passe justement le côté économique, on aurait aimé avoir un peu votre avis de ce qui se passe justement sur le terrain. Bah, écoutez, vous savez que là j'ai fait plusieurs voyages en Turquie et ce qui m'a véritablement chagriné parce que c'est la première fois que je voyais ça officiellement. Vous avez vu que il y a eu toute une campagne contre Trump. Ça a duré quasiment 2 ans en disant que les Russes s'étaient immiscés dans leurs élections. Et qu'avant les élections européennes, que les Russes allaient s'immiscer dans nos élections. Enfin bon, bref, les Russes étaient vraiment l'épouvantail qui trichait et qui fabriquait des faux résultats d'élections. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les Américains se sont immiscés dans les élections turques. Et cela de manière volontaire, ouverte, pour démolir les résultats du parti d'Erdogan. Et alors, comment ils ont fait ça? Juste une semaine avant les élections d'Istanbul, pour la mairie d'Istanbul, la banque JP Morgan, qui avait déjà agi pour le compte de la CIA, lors de l'année dernière en fait, au mois de juillet-août. En démolissant la monnaie, la lire turque, eh bien ils ont recommencé leur opération une semaine avant les élections et comme ils s'y attendaient, si vous voulez, parce que les Turcs fondamentalement quand ils voient leur monnaie perdre de la valeur, eh bien ils sont fâchés, c'est ce qui est normal. Donc quand la valeur de la monnaie perd 20% juste avant avant d'aller voter, eh bien c'est sûr que vous avez 2-3% de gens qui vont voter contre le pouvoir en place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est une brillante opération de la CIA avec avec l'aide de la JP Morgan qui a réussi. Contrairement à leur tentative de coup d'État de 2016, qui elle a été le plus grand fiasco, je crois, de l'histoire de la CIA. En tant que journaliste, j'étais vraiment étonné, si vous voulez, de voir que personne en France n'a voulu expliquer ce qui s'est passé en Turquie et comment les Américains se sont immiscés dans une élection d'un pays souverain et qui plus est ouvertement avec la CIA et la JP Morgan. C'est tout à fait nouveau. D'accord. Alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'on a joué un petit peu sur l'économie à des fins politiques. Hein. C'était le but de renverser. C'est pas jouer un petit peu, c'est jouer beaucoup. C'est carrément, si vous voulez, c'est flinguer, si vous voulez, la valeur de la monnaie juste une semaine avant les élections. C'est quelque chose de volontaire. Voilà. Et donc c'est ce qui a fait perdre effectivement le parti d'Erdogan. Effectivement, nous, on a constaté sur le terrain que les opposants démontraient à chaque fois les prix des denrées de base qui augmentaient de façon folle, et ce qui a fait, motiver les troupes de l'opposition pour qu'ils puissent avoir un consensus et qu'on puisse voter contre Erdogan. C'était donc l'aspect économique que vous êtes en train de nous expliquer par rapport à l'aspect politique, qui sont intimement liés par rapport à la Turquie, et apparemment Erdogan dérange les Occidentaux. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là avec la relation qui est exécrable, puisque je vous rappelle quand même que les États-Unis sont les alliés de la Turquie. Qu'est-ce qui expliquerait qu'on en est arrivé là selon vous?
En fait, les prémices, hein, les prémices, on les a observées. Enfin, en tout cas, moi, je les ai observées à partir du mois d'août. C'était juillet-août, si mes souvenirs sont bons, de l'année dernière. Rappelez-vous, lorsque l'État turc avait mis le pasteur Andrew Brunson en prison, l'accusant d'être un agent de liaison de la CIA. Si mes souvenirs sont bons, il était installé à Izmir. Donc le pouvoir turc a mis l'espion en prison. Et si mes souvenirs sont bons, il y a encore un autre. Là pour le coup, c'est un citoyen turc qui travaille pour la DEA américaine à Istanbul, qui lui aussi a été mis en prison pour espionnage. Donc les Américains ont demandé la libération du pasteur. Hein, rappelez-vous, c'était Andrew Brunson. Erdogan avait dit non, il a refusé de le libérer. Et donc le chantage a commencé lorsque la CIA, avec toujours l'appui de la JP Morgan, avait attaqué la monnaie turque qui avait perdu quasiment 30% de sa valeur. C'était au mois d'août 2018. Et ça a fait très très mal à la population turque, parce que quand un peuple entier perd 30% de son épargne, je peux vous dire qu'il n'est pas content du tout. Hein, vous pouvez perdre des élections pour moins que ça, je le rappelle. Et c'est une opération qui a duré quasiment 15 jours, 3 semaines, je me souviens plus très bien, mais toujours est-il, si vous voulez, que Erdogan a été forcé de libérer Andrew Brunson. C'est ça. Le pasteur qui était en fait, comme vous le dites, un espion américain à la solde de la CIA. Techniquement parlant, c'est de quelle façon ils ont monétisé leur acte criminel, puisque c'est un acte criminel. C'est en jouant sur la bourse, Alors, c'est pire que ça en fait. Moi j'appelle ça un crime, parce que quand vous fabriquez de la fausse monnaie, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur votre imprimante et que vous fabriquez des 10 milliards de faux dollars, mais qui sont vrais parce que vous appelez l'État et que vous les fabriquez, déjà c'est une activité criminelle, hein, de fabrication de fausses monnaies. Donc l'État américain a fait marcher la planche. Pour le compte de la CIA, effectivement, ils ont donné, je vous donne ça comme ça, à venir, ils ont donné 10 milliards de dollars pour commencer à la JP Morgan pour démolir la lire turque sur les marchés financiers. Ce qui fait qu'effectivement, en l'espace d'une semaine, 15 jours, la lire turque a perdu 30% de sa valeur. La CIA ne peut pas faire ce genre d'opération. Elle est obligée de passer par des traders, ce qu'on appelle des traders FX, foreign FX pour foreign exchange, ce qui qu'en français ça donne, c'est les devises. Donc dans chaque grande banque, vous avez un département de devises étrangères, et ce sont des départements, si vous voulez, qui jouent sur les différences, sur les un peu comme en bourse en fait, sur le fait que le dollar monte, descend par rapport à l'euro, par rapport à la livre sterling, par rapport à la lire turque, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ils ont obtenu, si vous voulez, cette monnaie, cette fausse monnaie, ces milliards de dollars de fausse monnaie, avec laquelle ils ont fait tomber la lire turque. Voilà. Vous pouvez pas faire tomber une monnaie turque comme ça de 30% si vous n'avez pas au moins 10 milliards dans votre poche que vous pouvez dépenser. Ça n'existe pas. Donc, ce qui expliquerait qu'à un moment donné, Erdogan a appelé à la population à changer ses deniers, les devises qui étaient sous le matelas, comme le dirait lui-même, et à apporter des devises fraîches à l'État pour qu'il puisse justement colmater cette fuite. Oui, mais c'est un combat, si vous voulez, c'est un combat perdu d'avance, parce que la population, si vous voulez, elle n'est pas aussi bien informée que vous ou moi, par exemple, malheureusement. C'est quelque chose, si vous voulez, moi j'ai toujours constaté ça de la part du gouvernement turc, qui communique assez mal, même s'il essaye de bien faire, de dire ce qui se passe vraiment, la communication, c'est pas on va dire le point sur lequel il se porte le mieux. Ça c'est une évidence. Et donc la population, elle comprend pas toutes ces manipulations, elle comprend pas comment sa monnaie peut perdre 30%. Vous comprenez? C'est pas possible. Surtout que c'est impossible. Je veux dire que la population se fout totalement de lire la presse économique, le Wall Street Journal, ou ils préfèrent lire, si vous voulez, des journaux populaires, etc. Ça a toujours été comme ça, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs.
et je parle même pas des télévisions. Voilà. Et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, là je reviens pour le coup sur les élections d'avril. Vous avez vu que justement le parti d'opposition d'Erdogan a joué intégralement sur sur le fait que tout a augmenté à cause de la dévaluation de la monnaie. Donc c'était la CIA et la JP Morgan ont parfaitement réussi leur coup. Hein, mais ils n'ont pas insisté. Je pense pas. Enfin bon, moi je parle pas turc, donc mais je ne pense pas que l'opposition politique à Erdogan ait expliqué aux électeurs que la livre turque a baissé parce que la JP Morgan, sous l'impulsion de la CIA, a décidé d'exposer sa monnaie juste avant les élections. Hein, voilà. Le tissu économique de la Turquie a été manipulé de l'extérieur, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, et que la monnaie, en fait, le marché, ça ne représentait pas la réalité, et que, bon, nous, ça, comme vous le dites si bien, nous, on est informés de ce qui se passe parce qu'on s'intéresse aux journaux, que ce soit financiers et autres. Effectivement, le peuple regarde plus l'équipe en France ou le fanatique en Turquie, et plus les résultats du sport du Galatasaray que ce qui se passe dans l'État. Surtout que Erdogan a prouvé qu'économiquement il était fiable, puisqu'on a eu des records de pic de croissance à 2 chiffres. On était le rival quelque part de la Chine, et on était les 2 pays où le dynamisme économique était florissant. Donc on ne comprenait pas pourquoi, à partir de 2011, 2012, 2013, on a commencé à voir ces chiffres-là, et ça s'est dégringolé, comme vous l'avez si bien dit, en 2016, avec le coup d'État. Puis après, il y avait justement une volonté de nuire économiquement à la Turquie, ce qui est totalement faux, puisqu'on a toujours une économie dynamique qui malheureusement est attaquée de l'extérieur, ce qui fait qu'on n'a pas cette torte de croissance qu'on a connue dans le temps. Écoutez, j'ai une réponse, je vais vous répondre sur un autre plan. Je trouve que c'est très, très important, et j'invite vos auditeurs à venir sur www.quotidien.com pour regarder l'image. Moi, je ne sais pas si vous pouvez montrer ça à la radio. J'ai montré, si vous voulez, que les médias européens et américains traitent Erdogan et Donald Trump exactement de la même façon. Les deux sont complètement fous, les deux sont des criminels, les deux sont des dictateurs, les deux ne savent pas ce qu'ils font, les deux sont incompétents, les deux sont, j'en passe des meilleurs. Et c'est très curieux. Donc vous voyez bien qu'il y a un troisième pouvoir en place, c'est un pouvoir américain, c'est ce qu'on appelle le deep state, l'État profond. L'État profond, si vous voulez, qui est composé, si vous voulez, des intérêts des grandes multinationales américaines. Alors dans lesquelles se trouvent, je vous le fais très simple, d'abord toutes les grandes banques américaines, premièrement. Ensuite, vous avez les grandes compagnies pétrolières américaines, donc ça aussi vous le savez. Les grands constructeurs automobiles, les médias, les New York Times, enfin les groupes qui les possèdent, et surtout, bien entendu, les GAFA, les Google, Amazon, Apple, etc., qui font la pluie et le beau temps. Et vous avez vu que l'agenda de ces GAFA, de ceux qui possèdent les médias, par exemple, je vous donne un exemple typique. Vous avez eu à un moment donné le Point qui avait fait la une sur Erdogan en mettant le dictateur, d'accord, ce qui avait énervé les Turcs qui avaient cassé des dos de kiosques à Paris. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que ce genre de une, en France c'était le Point, en Allemagne, là je vous le donne de tête, on va dire que c'était Stern ou Bild ou peu importe. En Espagne c'était encore autre chose, et c'était la même chose pour Trump. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un pouvoir, un autre pouvoir en place, un troisième pouvoir, qui lui ne veut surtout pas de Trump, veut dégager Trump, et surtout veut dégager Erdogan, parce que Erdogan s'oppose manifestement à la privatisation totale de la Turquie. Voilà. Parce que ce que veut ce deep state américain, qui est purement qui est composé que de multinationales, c'est littéralement, si vous voulez, de prendre le contrôle de la Turquie via ces multinationales. Ils ont essayé avec l'Italie, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Donc Erdogan est devenu, un empêcheur de tourner en rond, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à lui pourrir la vie. Comme ils ont pourri la vie, je vous donne un exemple typique, j'en ai parlé sur notre radio, sur Tropic FM, par exemple, l'interview que vous avez entendue. Berlusconi a été littéralement démoli
par tous ces médias, notamment Le Point, Stern, etc., et surtout par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne qui a démoli Berlusconi, l'a forcé à partir en faisant monter, alors là c'était pas l'euro parce qu'ils pouvaient pas non plus scier la branche sur laquelle ils étaient assis, mais ils ont fait monter le prix des bons du Trésor italien, voilà, pour l'obliger à partir. Hein, et on a pour ça on a le témoignage même du président de la Banque fédérale de New York qui a confirmé la chose et qui avait refusé de participer à cette opération contre Berlusconi en disant je ne veux pas avoir de sang sur les mains, en pensant que le peuple italien allait se révolter ou que ça allait entraîner un grand nombre de suicides supplémentaires. Pour revenir à votre question, moi ce que j'ai vu en Turquie, si vous voulez, c'est une économie extrêmement dynamique. Quand je dis dynamique, je trouve que le mot est faible finalement. C'est ce que j'ai dit sur l'interview que vous avez entendue. Si on devait mettre l'économie, on compare les deux économies françaises et turques, l'économie turque est à 10 et la France est à 2. La France est complètement ralenti. La Turquie est dans un dynamisme absolument total et il est vital, si vous voulez, d'empêcher ce dynamisme de se transformer en or. Hein, c'est le cas de le dire, parce que en fait, le deep state américain est en train de faire subir à Erdogan, enfin à la Turquie en général, la même opération qu'ils ont fait subir aux Russes, hein, je vous le rappelle, à Poutine, pas contre Poutine lui-même, mais contre le rouble, parce que le rouble, la valeur du rouble était devenue extrêmement forte à cause des exportations de pétrole. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Ils ont fait baisser le cours du pétrole américain du cours du pétrole de 50% avec l'appui des Saoudiens. Résultat des courses, les Russes du jour au lendemain ont perdu 50% de leur valeur puisque la valeur de leur monnaie s'est écroulée de 50%. Et ben la Turquie, c'est la même chose, mais ils sont passés autrement parce que la Turquie, elle fonctionne autrement. Et donc ils ont essayé le coup d'État avec la CIA, avec un type qui vit à 8000 kilomètres. Donc déjà, faut être cinglé pour je veux dire, si on veut faire un coup d'État, autant avoir quand même un représentant de l'opposition qui soit dans le pays, c'est quand même plus simple. Non. Donc c'est très intéressant de voir, si vous voulez, véritablement des actes d'espionnage, si vous voulez, se transformer dans la vie réelle des gens. Ce qui est pas du tout le cas, hein, normalement. Effectivement. Alors là, on a bien compris que les États-Unis, du moins l'État profond, a attaqué la Turquie dans le porte-monnaie pour réussir à arriver à ses fins. Alors là, on a une deuxième couche, puisqu'on a eu l'achat du S-400 qui est intervenu dans cette histoire depuis X temps déjà. Comment dirais-je, on avait averti Erdogan de ne pas acheter cette arme-là, et on a justement appliqué aussi des sanctions qui allaient dans ce sens-là, notamment s'il l'achèterait, il y aurait encore des sanctions qui seront appliquées, et ça n'a pas tardé puisqu'on a retiré la Turquie du projet F-35, dont je vous rappelle, ils ont mis 2,5 milliards d'argent déjà. Oui, je sais, oui. Donc là, on est dans une, dans une deuxième phase où on est en train d'attaquer dans le porte-monnaie, mais de la défense, c'est-à-dire militairement parlant, on ne veut pas... Non, monsieur Demir, c'est la même chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé du deep state, du deep state américain qui est composé, vous savez, des GAFA, des grands opérateurs médias, et j'ai bien entendu oublié de citer le plus important, c'est-à-dire les marchands d'armes, hein, par exemple General Electric, Raytheon, etc. Quand Erdogan a refusé d'acheter des Patriotes, hein, parce que c'est l'équivalent du S-400, qui fonctionne pas bien d'ailleurs. Donc il a préféré le S-400. Là, il a dit directement touché au porte-monnaie ce deep state, tout simplement. Je vous coupe un instant. Il n'a pas refusé dans un premier temps, puisque il a demandé à plusieurs reprises pour que les patriotes soient installés en Turquie pour pouvoir protéger son espace aérien. Le Congrès a refusé à plusieurs reprises, parce qu'il a prétexté la Turquie était demandeur de transfert de technologie, ce que ne voulait pas, et on se retrouve quand même avec un allié de 50-60 ans au centre de l'OTAN, puisque je vous rappelle qu'ils sont la deuxième armée, où on refuse complètement qu'ils se protègent l'espace aérien, et du coup la Turquie n'a d'autre choix que d'aller vers les Russes pour pouvoir combler ce manque.
Oui, alors vous avez raison de le souligner, mais moi je vais vous donner un autre élément. Là, je vous parle non pas du S-400, hein, des missiles de défense aérienne, mais du S-300. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains quand ils ont vu que le S-300 était vraiment bien plus performant que le Patriot? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un exemplaire du S300 pour faire pour comprendre déjà comment ça fonctionne et pour essayer d'améliorer le leur. Donc l'achat du S400, si vous voulez, c'est en fait c'est un espèce de chantage. Aujourd'hui, je sais plus quel diplomate français a dit ça, ça va peut-être me revenir. Aujourd'hui, vous êtes soit soumis aux États-Unis, d'accord, vous êtes soit l'esclave des États-Unis, hein, soit vous êtes son opposant et à ce moment-là, les États-Unis vont l'écraser. On l'a vu au Venezuela, on le voit aujourd'hui avec l'Iran, par exemple. Et la Turquie est aujourd'hui effectivement devenue, avec la Chine, un opposant aux États-Unis. C'est l'un des 4 pays, si vous voulez, qui s'oppose à la dictature impériale américaine. Je dis impériale parce que ça me fait vraiment penser à Rome. Vous voyez, à Rome, il y a 2000 ans, quoi. C'est vraiment ça. Donc à partir du moment où comment dire, vous touchez au porte-monnaie des GAFA, hein, et je vous rappelle que les sénateurs américains n'ont pas fondamentalement les mêmes critères que le deep state américain, hein, et donc là du coup Erdogan il les a accumulés, comme on dit. C'est la totale. Là il a la totale, et en plus ils ont la Turquie a accepté de financer pour 1 milliard ou 2 milliards pour le F-35, qui est un véritable fer à repasser, et qui techniquement, si vous voulez, n'est pas le plus le meilleur des avions, on va dire ça comme ça, mais bon, là on est sur un autre plan. Toujours est-il, si vous voulez, qu'aujourd'hui la Turquie est devenue un pays qui s'est opposé violemment aux États-Unis, notamment sur le plan économique, donc les Américains les ont punis, non seulement sur le côté économique, mais en plus par une tentative de coup d'État, et maintenant par une immission directe dans les élections du pays. Et bien entendu, si vous voulez, moi je trouve ça dommage, si vous voulez, que l'opposition turque à Erdogan n'en est pas fait ça. C'est ça qui est le plus chagrinant de tous, parce que avant toute chose, c'est la défense du pays dans sa globalité, quel que soit le parti dans lequel auquel vous appartenez. Effectivement, l'opposition, du moins, a utilisé, parce que bon, l'opposition peut le comprendre, parce que ça fait déjà le 9e ou le 10e élection qu'ils perdent, et du coup, ils se sont alliés avec les États-Unis pour pouvoir faire chuter Erdogan. Ça, on peut le comprendre tactiquement parlant. Là où on ne le comprend pas, c'est que c'est au détriment des Turcs, c'est au détriment de la population, et où leur richesse du simple au double a perdu 30% de leur valeur, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Et là, oui, juste une chose, permettez-moi de rajouter que cette guerre financière de devises qui a commencé donc l'année dernière déjà, je crois que ça, je vous le donne de tête, hein, mais bon, vous pourrez vérifier auprès de la Banque centrale turque. D'ailleurs, Erdogan a viré le gouverneur de la Banque centrale turque, hein, je vous le rappelle, hein, ça s'est passé il y a 15 jours, je crois, hein, ou il y a 10 jours. Donc parce qu'il n'a pas fait le boulot, clairement, il n'a pas défendu la lire turque comme il aurait dû le faire. Mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est que toute cette plaisanterie de guerre économique et d'espionnage a coûté à la Turquie grosso modo 4 milliards par jour, hein, et c'est autant, hein, ça je le répéterai jamais assez, c'est autant d'écoles, d'autoroutes, de ponts, d'hôpitaux, de crèches, de maternelles, de lycées, de grandes écoles, d'universités en moins pour la Turquie. C'est épouvantable. Mais les Américains, ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent protéger leurs intérêts économiques, et c'est pour ça qu'ils n'hésiteront pas et continueront à massacrer la Turquie.
Alors, dernier mot, et après on va terminer notre reportage. Concernant ce qui se passe en mer Méditerranée autour de Chypre, où il y a, d'après certaines rumeurs, où la Turquie aurait découvert 170 000 milliards de mètres cubes d'énergie. On voit bien aussi que là, il y a une joute entre les Occidentaux et la Turquie qui sont présents militairement avec les porte-avions. Notamment, on a le Charles de Gaulle qui est sur place, qui, d'après encore une fois les rumeurs, essaye de faire une base à Chypre du Sud, c'est-à-dire la partie grecque, où apparemment la France représenterait Total pour pouvoir faire aussi des sondages et des recherches énergétiques dans la zone. Et nous avons ici, à l'heure actuelle, une confrontation entre l'Occident et la Turquie sur l'énergie, où je pense que dans les prochains jours, on va voir à quel point ça va être exacerbé, ça l'est déjà. Avez-vous un éclaircissement à nous apporter sur ce qui se passe à l'heure actuelle ou Bah écoutez, rappelez-vous, je crois que j'en ai parlé dans la revue de presse. Macron avait fait un discours auprès de Total. Je crois, si mes souvenirs sont bons, il est même allé à Chypre pour que la marine nationale française s'installe à Chypre afin de défendre les intérêts, si vous voulez, de Total dans ces histoires d'exploration. Donc là, c'est vraiment, comment dire, c'est une situation extrêmement difficile parce que effectivement, ça peut se transformer en guerre. Et comme vous l'avez vu lors du 14 juillet récemment, le Macron en fait veut absolument instaurer d'ici 2 ans, 3 ans, une armée européenne. Voilà. Une armée européenne parce que ça permettrait, si vous voulez, d'aller faire la guerre à la Turquie, par exemple. Et d'ailleurs, c'est ce que veut la Grèce. La Grèce demande l'intervention des forces des forces européennes pour défendre la partie qui lui revient dans cette zone qui est toujours disputée, hein, comme vous le savez. Effectivement, effectivement. Je vous remercie de tous ces éclaircissements, Monsieur Pierre, d'avoir pris 5 minutes pour être avec nous. Et je vous dis à très très bientôt et merci pour tous ces éclaircissements. Au revoir. D'accord, merci à vous. Je vous en prie. Alors voilà, nous avons eu Pierre Gerovegic qui nous a expliqué en détail les tenants et les aboutissants de ce qui se passe entre économie et géostratégie concernant dans la région méditerranéenne et les relations avec les Occidentaux et la Turquie. Et vous avez pu constater par vous-même que Erdogan était attaqué à son porte-monnaie et que du coup c'était les Turcs, la population locale qui subissait les retombées économiques de cette attaque qui est, je vous rappelle, fausse, puisqu'il vous a expliqué lui-même que l'économie et le dynamisme turc est à un niveau de 10 par rapport à la France si on peut comparer. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une économie qui serait, selon les dires, pas viable, mais c'est totalement faux puisque c'est artificiel. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission et passez une bonne journée. Au revoir.